Ben là. Hey, salut, bienvenue à ce 10e épisode de la saison 3 de Ben là. Ben là. Et je vous présente deux sujets, en plus de la chronique de Marc Privé. Ben là. Ben là. Alors, on va commencer avec les petits sujets avant de vous présenter la chronique de Marc. Le premier sujet, vous savez, le 7 novembre dernier, il y a eu élection municipale partout à travers le Québec. Et quelques éléments qui sont à noter. Le taux de participation, vous avez sûrement vu ça dans l'actualité, dans les journaux, entendu même dans les radios, à l'effet que le taux de participation était excessivement faible. Et ça, je vais vous dire, c'est très préoccupant pour notre démocratie parce que ça veut dire que les gens n'ont pas été votés. Et là, à partir de là, on peut se dire, OK, on vient d'avoir une élection fédérale. Les organisations politiques sur l'aspect municipal, c'est moins important, c'est moins volumineux, et ainsi de suite. Écoutez, là, c'est notre devoir de citoyen d'aller voter. Le gouvernement de proximité, là, les dirigeants de proximité, ceux qui sont le plus près de nous, ceux qui peuvent changer les choses, ce sont premièrement notre conseiller municipal qui, lui, habite normalement dans votre quartier et c'est lui qui est capable de tout de suite vous donner une rétroaction, qui est capable de dire, bon, OK, pour un projet, qu'est-ce qu'on peut faire avec la ville? Puis après ça, une fois que le processus est démarré avec la ville, est-ce qu'on peut aller plus loin au provincial? Est-ce qu'on peut aller plus loin au fédéral? Donc, la porte d'entrée du citoyen, c'est souvent la municipalité, son conseiller municipal. C'est également le maire ou la mairesse. Et ça, c'est important d'élire justement les bons candidats, les bonnes personnes pour que, dans le fond, ils puissent nous représenter, pour qu'ils puissent aussi égayer, faciliter notre vie dans notre secteur, dans notre ville où c'est qu'on habite. Alors, je tiens notamment à féliciter Julie Dufour. Julie Dufour qui a été élue mairesse de Saguenay. Et avec une belle proportion également, donc je la félicite, malgré le fait qu'il y a eu un taux de participation très faible. D'ailleurs, Julie Dufour qui nous avait fait un petit coucou dans l'épisode 9 pour répondre à la question à Clovis, et je pense que ça a été très apprécié de la part de Clovis. Et même moi, j'ai été très content, surtout en contexte de fin de campagne électorale comme ça, de prendre le temps de dire, hey, je vais t'enregistrer un petit quelque chose, je vais y répondre. Oui, je vais embarquer dans ton aventure de podcast. Puis si tu veux, je vais aller faire un tour. Donc, alors, Madame Dufour, je tiens à vous dire que vous êtes la bienvenue dans le podcast pour venir parler à notre communauté, parler de jeunesse, parler d'étudiants, de voir votre vision par rapport à ça. Je pense qu'on va être capable d'avoir de très bons échanges là-dessus. Alors, félicitations également à tous les candidats, candidates qui ont été élus, mais également, je tiens à féliciter tous ceux qui ont pris la peine de mener une campagne. Peu importe le résultat que vous ayez obtenu, peu importe l'aventure que vous avez vécue, une campagne électorale, c'est un moment pour rencontrer des gens, c'est un moment relationnel important dans notre démocratie. C'est un moment dans lequel on a la chance d'échanger des idées et que ce soit des idées qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Le moment d'une campagne électorale, c'est à peu près ça. On fait des propositions et on débat là-dessus. Alors, je voulais féliciter ceux qui ont eu le courage de se présenter. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de soi. Et je sais que partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même partout au Québec, il y avait des candidats de grande qualité qui se sont présentés, mais que malheureusement, ils n'ont pas obtenu gain, dans le fond, ils n'ont pas gagné. Mais je tiens quand même à vous féliciter et à souligner cet effort-là et ce sentiment d'engagement pour notre démocratie. Je pense que, moi, pour l'avoir vécu en 2018, une défaite électorale, quand tu mets tout ton cœur, c'est difficile à prendre et des fois, ça peut prendre du temps à se relever de ça. Donc, je tiens à vous inviter en tout cas, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui étaient candidats et qui n'ont pas gagné, je vous invite à les encourager et à leur dire merci et à dire, écoutez, c'est pas fini, ça peut mener vers d'autres choses, ça peut vous permettre d'ouvrir d'autres possibilités, d'autres portes. Alors, c'était mon petit commentaire sur les élections municipales. Autre chose que je voulais vous parler par rapport à ça,
Marie-Josée Savard, qui était candidate, qui était le dauphin de M. Labaume à Québec, a été rapidement reconnue gagnante par Radio-Canada et les autres médias. Ce qui a fait un tollé. Et dans le fond, je vous résume, pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans les médias, c'est que Radio-Canada a très rapidement nommé Mme Savard gagnante à la mairie de Québec. Et là, écoutez, elle fait son discours. Elle remercie ses bénévoles, félicite les autres candidats. Je l'ai entendu, son discours, et honnêtement, c'était digne d'une mairesse et c'était digne d'une grande femme pour s'apercevoir finalement que Mme Savard n'aura pas gagné l'élection, étant donné que M. Bruno Marchand a terminé la course avec un avantage de 800 voix. C'est digne d'un scénario de film parce que dans le fond, dans le dépouillement des votes, souvent ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dépouiller les votes par anticipation, donc les votes qui ont été récoltés une semaine à l'avance pour ceux qui ne pouvaient pas aller voter la journée même. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que ça donne un avantage dans le fond, à un ou une candidate, mais en date de la semaine dernière. Et pendant la dernière semaine de campagne, souvent, il peut se passer des choses. Et c'est souvent les organisations politiques les mieux ficelées qui vont faire sortir le vote par anticipation. Donc, ça donne le ton pour la suite. Donc, la journée du vote, souvent, ces organisations-là politiques vont faire sortir le vote qui n'ont pas sorti par le vote par anticipation pour être capable dans le fond, de gagner l'élection. Et là, dans ce cas-ci, M. Marchand, lui, n'était pas nécessairement le candidat avec la plus grande organisation de ce que j'ai pu comprendre, mais heureusement pour lui, il a été capable de faire une remontée spectaculaire, digne d'Hollywood. Et la question à se poser, c'est maintenant les médias là-dedans. Est-ce que c'est trop vite? Tu sais, la recherche du scoop de dire je vais l'annoncer, ainsi de suite. Quand c'est trop rapide, comme là dans ce cas-ci, Radio-Canada s'est défendu en disant on a des principes rigoureux, ainsi de suite, tout ça. Mais par contre, en 2007, ils avaient nommé Jean Charest perdant. Et ils ont dû s'excuser auprès de l'organisation. Alors, c'est tout un questionnement dans lequel on se dit on peut perdre confiance des fois à cause de ces situations-là à certains médias. Et des fois, ça nourrit même, je dirais, le complotisme, en quelque sorte. Ce qu'il faut surtout se rattacher, c'est que, souvent, ces gens-là sont professionnels. Je pense que la chose qui cause problème là-dedans, c'est de ne pas être en mesure d'admettre son erreur. C'est-à-dire d'être capable de dire, écoute, on a fait une erreur. Malgré qu'on a respecté des processus rigoureux, on a fait une erreur. On s'en excuse, on sera vigilant pour les prochaines fois. Et honnêtement, le débat aurait été clos, et ça assez facilement. Donc, assez parlé de politique, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Merci également à Clovis pour ta participation. Tu nous as amené plusieurs chroniques. Par contre, Clovis va revenir nous voir d'ici la fin de la saison 3 pour vous parler de d'autres choses. Autre élément que je voulais vous parler, notamment par rapport à la politique, c'est beaucoup plus par rapport maintenant au sondage. Il y a un article qui est paru dans le quotidien en date du 19 août, le 19 novembre dernier, dans lequel les résultats de Sigma Recherche avec son président Rénal Harvey ont été présentés et qui disait, dans le fond, ils ont comme réalisé une petite expérience en disant on va sonder le plus près des élections possibles, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable de prédire l'élection. Et dans ce cas-ci, les résultats sont très près de la réalité. Alors, je tiens à féliciter cette firme-là. C'est une firme régionale quand même importante puis qui rayonne aussi à l'extérieur, qui sont aussi reconnus pour faire des sondages scientifiques et des sondages qui... quand je dis des sondages scientifiques, là, avec des échantillons valables, avec des marges d'erreur respectables et aussi avec des résultats qui sont, je dirais, dans la grande majorité, dans la cible. Souvent, ça peut arriver qu'il y ait un sondage qui soit, je dirais, qui soit erroné, qu'il y ait un problème. Mais dans ce cas-ci, dans la majorité du temps,
Sigma Recherche fait un bon travail. Alors, félicitations pour ça. Et je vous invite à lire cet article-là qui s'intitule « Sigma Recherche avait chiffré le résultat de l'élection à Saguenay ». Vous faites une petite recherche Google et vous allez être capable de trouver l'information en fait, diffusée par le quotidien. Et bien sûr, ça nous permet de voir un peu l'évolution de la campagne électorale. Il faut aussi mentionner que, tu sais, pourquoi les gens ont besoin de chiffres? Pourquoi les gens aiment ça, entendre de dire, OK, bon, tel pointage pour tel candidat, tel pointage pour tel candidat. Puis des fois, on arrive la journée de l'élection, puis ce n'est pas le résultat. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les organisations politiques, ce qu'ils veulent, eux, c'est d'avoir un pointage, c'est de savoir qui vont voter pour eux. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que les organisations politiques vont faire des appels et là, les gens vont dire « Oui, je suis intéressé par ton candidat, je vais voter pour lui ». Alors, souvent, les organisations politiques vont mettre un X à côté et la journée du vote, on va vous rappeler pour vous dire « N'oubliez pas d'aller voter pour tel candidat. On compte sur votre appui. Merci. Si vous avez besoin d'un transport, on peut même vous en fournir un. » Et ça, ça se produit souvent au provincial. Ça se produit également au fédéral. Au municipal, pour les campagnes à la mairie, par exemple, oui, c'est des choses qui se font. Les plus petites organisations, conseillers municipaux, tout dépendant de l'ampleur des villes, il y a aussi ce type d'organisation qui existe. Donc, pour eux, dans le fond, pour les organisations politiques, à recevoir les sondages, voir les intentions de vote, ça permet de travailler, de voir est-ce que ça concorde aussi avec nos chiffres. Et ça nous permet aussi de savoir, bon, OK, dans notre liste à nous, est-ce qu'on a des erreurs? Est-ce que ça représente un peu notre tendance et ça permet justement de mieux manœuvrer, même de réajuster le tir par la suite. Ce qu'il faut surtout faire attention, et ça j'en ai déjà parlé dans la saison 3, ce qu'il faut faire attention, c'est les sondages d'opinion ou les sondages qui représentent que des tendances et qui sont, je dirais, non scientifiques. Ça veut dire non scientifique, pas nécessairement un protocole de recherche parce que, tu sais, on en parle souvent d'une méthodologie puis un protocole de recherche, là, c'est assez simple. Il y a un processus à respecter. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu établis un questionnaire, là, il y a des étapes simples à réaliser. Quand tu fais ton premier jet de questionnaire, tu as des étapes de validation de ton questionnaire. Tu as des étapes de validation de relecture pour s'assurer que ta question ne soit pas subjective, qu'elle soit... Il y a des façons de faire. Et ça, des fois, on se dit, OK, c'est facile, je vais aller me chercher une application sur Internet pour être capable de prendre des votes, en fait, pour prendre des résultats. Je vais leur envoyer le lien, ils vont le remplir et je vais être capable d'avoir une tendance, je vais pouvoir les sonder. Et ça a l'air facile, mais oui, c'est facile maintenant dans la pratique, sauf qu'il faut avoir la compétence d'écrire les questions, de bien les écrire pour que ça soit aussi impartial. Et c'est là que le défi s'en vient et s'en vient intéressant. C'est qu'une méthodologie qui est intéressante, en fait, une méthodologie bien structurée va permettre la validation du questionnaire, la validation des questions, va prévoir aussi une période de test de ton questionnaire. Donc, tu vas prendre ton questionnaire, tu vas l'envoyer à une dizaine de personnes et là, tu vas leur faire remplir, tu vas demander un feedback sur ton questionnaire, tu vas regarder tes résultats et tu vas voir s'il y a des bugs. Et par la suite, tu vas faire les modifications nécessaires et là, tu vas avoir ton résultat final de ton questionnaire et tu vas être capable, là, de le diffuser parce que tu vas avoir, dans le fond, testé tes affaires et tu vas avoir corrigé aussi pour enlever, entre autres, les biais. Tu sais, quand on parle de biais, là, c'est quand on est notre opinion dirige un peu notre façon d'orienter les choses. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter les biais, c'est d'avoir la véritable vérité, en quelque sorte. Donc, ça, ce ne sont que des étapes méthodologiques là, de base. Il y a aussi toute la notion d'échantillon. Combien de personnes j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes? Alors, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est de savoir c'est quoi notre population totale. Et là, on va prendre un échantillon là-dedans et on va vouloir avoir justement un échantillon représentatif de notre population ou même de notre clientèle cible. Et là, tout dépendant, bien sûr, de ce qu'on veut valider auprès de quelle cible, là, à ce moment-là, on va définir notre échantillon là-dessus. Cependant, je ne veux pas être trop lourd avec ça. Ce n'est pas un cours de méthodologie, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Et quand on regarde l'aspect statistique, le nombre de répondants à la marge d'erreur, idéalement en bas de 5 nous donne de très bons indices. Alors, c'était les deux sujets que je voulais vous partager en début de balado. Maintenant, on va laisser la place à la chronique de Marc Privé. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à tes rêves. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc Privé.
Alors, on reçoit aujourd'hui notre ami Marc Privé pour sa chronique d'entrepreneuriat. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, Benoît? Pas trop fatigué de la session? Ah non, ça va bien, ça va bien. On avance tranquillement. C'est sûr que faut faire attention, un peu comme tout le monde. Il faut être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Effectivement. Puis en plus, on est comme au mois de novembre, là, changement d'heure. Là, il fait noir plus tôt. Mais c'est pas pire. À cette heure-ci, c'est moins pire que je pense de celui-là du printemps. Effectivement, mais en même temps, Ben, il fait beau. C'est sûr, on est Il chanceux. fait chaud. On a tout un mois de novembre jusqu'à date. Là, on s'en sort bien. Exact. Donc, en parlant de ce qui est chaud, qu'est-ce qu'on a sur le feu dans l'entrepreneuriat? Ben écoute, Benoît, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de te parler d'innovation, start-up, d'une étude, dans le fond, qui a été faite dans le courant de l'été ou au printemps dernier par le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, qui est un OBNL là, qui a pour mission de renforcer la cohésion et l'efficacité de l'écosystème de l'innovation au Québec. OK. Ils ont donc étudié tout l'écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autant là, du côté des entrepreneurs que du côté des structures qui accompagnent justement ces entrepreneurs-là. Et le rapport est sorti il y a quelques semaines à peine. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler là, puis de regarder ça ensemble. Allons-y. OK. Si on regarde, première chose qui est super intéressant de cette étude-là, c'est une des premières initiatives qui a été faite dans ce sens-là là, pour faire le portrait là, de notre écosystème. Puis je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce que quand on parle d'entrepreneuriat, bien, on est quand même au niveau scolaire, on est impliqué dans l'entrepreneuriat, ça fait longtemps ici au Cégep de Chicoutimi. Puis en 2009, j'ai participé d'ailleurs, on avait fait le portrait de l'entrepreneuriat, de l'intégration de l'entrepreneuriat au niveau scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que ça m'emmène, quand j'ai vu ce report-là, ça m'a ramené un petit peu des vieux souvenirs de 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs constats. Le premier constat qu'on a sorti, c'est qu'on s'est aperçu que on avait un écosystème ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est jeune, okay, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont relativement jeunes, mais qui était extrêmement dynamique. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'on a un écosystème de petite taille, on n'a pas beaucoup de monde. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que quand on regarde, ça peut être un désavantage, oui, mais ça peut aussi être un avantage parce quand on est dans une PME, entre autres, là, tous les principes proxémiques de proximité, tout est plus proche, donc c'est beaucoup plus facile, on s'en sert bien, mais ça peut être plus facile d'interagir là, entre chacune des personnes. Donc ça, c'est un des premiers constats. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. On s'est aperçu aussi que la région est quand même assez riche pour tout ce qui est d'institutions du savoir. Tu sais, on a des 4 cégeps, on a une université régionale, on a des centres qui sont là un peu partout pour développer. Donc ça, c'est vraiment là un des points là, qui peut être vraiment, vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Oui, il y a des points, il y a plein de points positifs, mais en même temps aussi, il y a des petites choses qu'on s'est aperçu que peut-être que l'accompagnement était là, il était présent, mais qu'il y a peut-être des petites choses qui pourraient être améliorées à ce niveau-là. Mais tu sais, l'accompagnement aujourd'hui, comparativement à l'ancienne structure là, des CLD, là, les centres locaux de développement qu'il y avait, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, à partir du moment que le gouvernement a tassé ça, on se sont dit on n'en a plus de besoin. Tu sais, dans le fond, la façon de guider les entrepreneurs dans leur démarche pour gérer aussi des programmes de subvention, et ainsi de suite, c'est devenu un peu plus compliqué. Puis les villes n'avaient pas nécessairement cette structure-là. Aujourd'hui, en 2021, là, comment ça se situe à ce niveau-là de ta connaissance, Marc? OK. Il y a ce qui ressort de l'étude, puis je pense aussi c'est un peu l'expérience qu'on voit et qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Il y en a énormément. Ce qui devient un petit peu, des fois, ça devient un avantage, oui, mais en même temps, ça peut devenir mêlant aussi pour les entrepreneurs parce que, puis même, à quelque part dans l'étude, on parle, il y a un point où on parle de coopétition. Okay? C'est un terme qui est vraiment intéressant parce que là, on parle de la part des structures d'accompagnement. C'est que dans le fond, on est en collaboration, on veut travailler ensemble pour développer, mais en même temps, comme on joue un peu tous, peut-être pas tous, mais beaucoup jouent dans les mêmes cours ou dans les mêmes terrains ou dans les mêmes jardins, bien, on est aussi en compétition. Donc, on collabore, mais en même temps, on est en compétition. Donc, ça devient un petit peu, là... Mais dans le fond, la compétition est à quel niveau? Sur le plan des budgets à allouer et des ressources pour être capable de structurer l'organisme pour donner de l'aide, ou c'est auprès de ceux qu'ils aident ou ce qu'il y a de la compétition? Moi, je te dirais que c'est un peu dans la définition des mandats, puis c'est un peu aussi, dans l'octroi, parce qu'on s'entend que
tous ces organismes-là, ben, ils travaillent, c'est subventionné. Donc, à ce moment-là, ben, c'est d'aller chercher les subventions de part et d'autre, puis de ne pas diluer l'ensemble des ressources. Fait que c'est sûr que dans les conclusions, d'ailleurs, une des conclusions du rapport, ce serait de travailler, et ça, ce n'est pas une nouvelle solution, là, ça fait longtemps qu'on en parle, d'avoir un guichet unique qui permettrait à l'entrepreneur de cogner à une porte, puis à partir de là, bien, de dire voici les aides qui sont disponibles. Puis on parle aussi à quelque part de faire une cartographie de l'ensemble des services ou des structures d'accompagnement qu'il pourrait y avoir. Ça aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup les entrepreneurs, entre autres les startups et tout ce qui est innovation, bien, à pouvoir progresser. Puis une chose qui est intéressante, Benoît, là-dedans, c'est que, tu sais, on pense souvent que l'innovation, là, c'est technologique, c'est l'informatique, c'est juste comme ça. Mais ce qui ressort, c'est que l'innovation n'est pas réservée qu'à un seul secteur d'activité. Il y a plusieurs secteurs d'activité là, qui sont couverts. Donc, les gens innovent dans leur façon de faire, dans plein de choses. Donc, ça, c'est intéressant là, pour une région comme la nôtre. Puis, autre point que j'ai remarqué également, c'est que même si on est petit, puis même si on est plusieurs personnes pensaient qu'on est confiné à notre région. Au contraire, les gens, les startups, les gens qui veulent innover, ben, n'hésitent pas à sortir et à aller vers d'autres régions. Là. D'ailleurs, c'est des choses, il y a des structures qui pourraient être mises en place, qui pourraient être intéressantes là, pour des PME innovantes, des startups. Oui, parce que la région, à l'extérieur de la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même nos entrepreneurs, puis même nos travailleurs, quand on déménage, qu'on va à l'extérieur, on est souvent très perçus comme étant des gens qui avaient du cœur au ventre, qui savent travailler, des gens fiables aussi. Donc, veut pas, ça doit coller aussi un peu à l'image des entrepreneurs qui décident de développer Québec, Montréal ou d'autres villes du Québec. Oui, puis en même temps, à quelque part, dans le rapport, on nous disait que les entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, on est attachés à notre région. Fait que, oui, on va peut-être sortir à l'extérieur, mais on a quand même un attachement réel à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est qu'on va garder toujours notre pied d'attache, on va garder toujours notre siège social, si on veut, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, moi, je considère que pour l'écosystème régional, ben, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Là. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, la région, la qualité de vie qu'on a ici, le fjord, le lac Saint-Jean, le pas de trafic, on a accès à un territoire, je dirais, sauvage à quelques minutes. On se dépayse dans moins de 10 minutes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est vraiment chanceux. Puis, c'est pas nécessairement ça qu'on a dans d'autres régions. Mais il y a des belles régions aussi du Québec. Mais je pense que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un petit quelque chose pour nos entrepreneurs puis même pour nos travailleurs. Effectivement. Puis, je pense que c'est une de nos forces comme région. Puis, il faut, pour nos PME innovantes, ça, ben, puis pour notre écosystème, je pense que c'est important, là, c'est un point fort là, qu'on a à développer là, au cours des prochaines années. Puis si je regarde aussi dans les conclusions du rapport, je vais retrouver mes conclusions. Okay, dans les pistes de solutions, bien entendu, je parlais du guichet unique, je parlais de la cartographie, mais je parlais aussi de trouver une façon de faire la promotion de tous nos différentes expertises, puis de faire en sorte, parce qu'une des choses aussi qui est ressortie de la part des jeunes entreprises, nos jeunes entrepreneurs innovants, bien souvent, c'est des entrepreneurs qui n'hésiteront pas à aider les autres entrepreneurs. Donc, c'est de développer ces réseaux-là informels, puis d'en être au courant, puis d'en être informé, parce que même que certaines jeunes entreprises qui n'hésiteront pas à faire de l'essaimage au sein même de leur propre entreprise. Fait que ça, c'est des choses qui sont intéressantes, puis qu'il faut mettre de l'avant. Donc, puis de promouvoir les expertises qu'on a, autant, je parle dans tout ce qui est structure d'accompagnement, mais aussi au sein des PME et de nos PME innovantes. Est-ce que dans le rapport, ils font référence, entre autres, aux nouveaux espaces de coworking? Parce que ça, c'est quand même, je reste assez récent, c'est maximum depuis 5 ans qu'il y a à peu près, en fait, qu'on voit ça apparaître un peu. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mon entreprise en 2004 avec mon associé, on n'avait pas d'espace comme ça de coworking. Il fallait faire du réseautage, il fallait aller vers les gens. Donc, on n'avait pas nécessairement d'espace de rassemblement pour les jeunes, à part la jeune chambre de commerce de Jonquière où l'on pouvait réseauter avec les gens. Donc, est-ce que ça, c'est... Oui, ils en parlent. Ça fait partie de l'écosystème, des structures d'accompagnement, si on veut. Là. Donc, effectivement, il y en a. Il n'y en a peut-être pas encore suffisamment parce que je pense qu'en tout cas, de connaissance, ça se réserve puis ça se remplit assez rapidement.
Oui, ça se remplit parce que aussi, tu sais, ces espaces-là, ça favorise aussi la création d'emplois uniques, c'est-à-dire les micro-entreprises. Tu arrives, tu décides de travailler, tu te loues un espace, un espace là-dedans, puis tu peux travailler avec plein d'autres ressources, tu peux échanger avec eux autres, tu peux collaborer, tu peux... Fait que tu sais, ça devient... c'est un environnement très effervescent pour les idées, puis tantôt, tu faisais référence à l'innovation, souvent là, qui émergent des bonnes idées. Effectivement. Puis c'est des environnements, justement, comme tu dis, qui vont mettre en contact plein d'entrepreneurs. Donc, que ce soit en micro-entreprise ou que ce soit, bon, peu importe, mais ça met en contact tous ces gens-là. Puis c'est de là qu'il va, moi j'ai une idée, j'ai un contact là, je peux t'aider là, je peux faire ci. Fait que, puis c'est ce qu'on veut d'un système, d'un écosystème qui peut être fort, qui peut être innovant, mais c'est de faire en sorte que cette créativité-là, soit mis un peu à contribution, un peu tout le monde. C'est bon. Marc, est-ce qu'on avait d'autres recommandations dans ce magnifique rapport qui nous parle notamment de l'écosystème? Non, moi j'ai fait un peu le tour de ce que moi, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui sont ressorties. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce rapport-là. Puis, comme je le disais en début, une des choses, moi, qui va vraiment marquer, c'est que tout ce qui est école ou, si on veut, là, enseignement supérieur, donc l'université, les cégeps, je pense qu'on est mis à contribution ou on pourrait l'être encore davantage dans ce genre-là d'écosystème entrepreneurial en tant que partie prenante, puis en tant que structure d'accompagnement. Il y a des choses, je pense, qui peuvent être faites à ce niveau-là. C'est bon. Mais moi, je te poserai une dernière question, Marc. En dehors du rapport. Je suis étudiant, peu importe l'établissement, on a parlé d'écosystème, on a parlé du milieu, ainsi de suite. Donc, je démarre par quoi? En fait, je commence par quoi si je veux démarrer une entreprise? J'ai une idée, là, puis je veux me décoller, là, avec ce que tu connais, là, avec le rapport, puis avec toutes tes compétences en entrepreneuriat. Comment je fais? Premièrement, c'est sûr et certain qu'il faut en parler à quelqu'un. C'est tout dépendant de la structure dans laquelle l'étudiant va se retrouver. Si, par exemple, c'est ici au Cégep de Chicoutimi, la personne peut venir me voir. Puis à partir de là, on va travailler avec les intervenants du milieu, CA, UQAC, peu importe, puis pour pouvoir justement faire avancer le projet. On en a actuellement qu'on le fait. À Jonquière, c'est la même chose. On va pouvoir travailler avec la responsable de l'entrepreneuriat qui est Isabelle Maltais là-bas. Avec Isabelle, ils vont approcher le projet. Puis là, Isabelle et les personnes vont travailler justement à aller rencontrer les intervenants nécessaires, autant pour le financement, pour monter le plan d'affaires, pour préparer toutes sortes de choses. Donc, on les accompagne là-dedans. C'est pas encore la structure parfaite, mais en même temps, je pense qu'on a déjà un point de départ qui est intéressant là, à ce niveau-là. La preuve, c'est que moi, je regarde année après année, que ce soit d'ici ou que ce soit, entre autres, le CA-UQAC, accompagne beaucoup de jeunes qui démarrent en entreprise, puis qui viennent autant du monde collégial que du monde universitaire. Donc, Puis, si, mettons, je fais des recherches sur Internet, est-ce que, par exemple, il y a des ressources à la ville, ici à Ville-Saguenay, que je peux consulter pour avoir accès à de l'information? Oui, il y en a. C'est sûr que si on va chercher un peu avec Promotion Saguenay, on a l'Incube des Jardins ici, donc il y a des ressources qui sont là, qui sont disponibles. Il faut chercher un peu, il faut fouiller un peu parfois. Mais il y a des champs, il y a la Chambre de commerce aussi qui peut nous guider dans certaines choses, là. Donc, ça, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Là. C'est bon, Marc. Merci pour ces éléments clés-là. Dans le fond, si on résume rapidement, parlez-en à quelqu'un, regardez qui vous avez à proximité, bâtissez votre plan d'affaires en même temps, mais consultez les intervenants potentiels qui sont mis à votre disposition, que ce soit par la ville, comme ici, Promotion Saguenay, Chambre de commerce, tous des endroits où tu peux, dans le fond, réseauter et déjà valider certains aspects de ton projet d'affaires. Là. Oui, puis il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que souvent, je rencontre des jeunes qui ont peur. Ils ont peur de ils veulent pas le dire parce qu'ils vont se faire voler leur idée. Exact. Mais dès qu'ils en parlent à une personne qui est, je sais pas moi, qui est dans le milieu, qui fait partie de cet écosystème-là, c'est la confidentialité est là. On ne commencera pas à aller s'échanger à partir d'un projet, des choses comme ça. Chacun respecte ces gens-là, puis au contraire, on va essayer de faire en sorte que l'idée progresse, puis que des fois, s'il y a besoin d'un coup de pouce de quelqu'un d'autre autre que nous autres, on va essayer de l'amener là.
pour que ça se réalise. Mais je te raconte une anecdote en terminant par rapport à la confidentialité. Tu sais, des fois, avec nos étudiants, on les fait travailler sur un projet, tu sais. Puis là, ils développent une idée, ils développent le projet, ainsi de suite. Puis dans le cadre de ce cours-là, ça fait 5-6 ans, plus que ça fait 7-8 ans de ça, l'équipe en question avait développé un concept, puis ils voulaient vraiment le mettre en place, ainsi de suite, ils voulaient le faire. Mais il y a une station de radio locale qui a lancé une promotion avec sensiblement la même idée. Et c'est vraiment un concours de circonstances. Les étudiants m'ont contacté. Hey, monsieur, on s'est fait voler notre idée, tout ça. Ben, je comprends, mais c'est un concours de circonstances. Je n'ai pas appelé à la radio pour dire hey, il y a une équipe qui a une excellente idée. Faites-la. Là. Donc, mais ça prouve que des fois, quand tu as une bonne idée, ben, faites-la parce que si vous ne la faites pas, peut-être qu'un autre va la faire à votre place. N'hésitez pas à en parler, mais soyez en action, bougez, faites de quoi. Exactement. Puis tu me fais penser justement l'an dernier, l'équipe qui a gagné le concours d'idées d'affaires du CAE-UQAC, l'équipe collégiale, c'est une équipe d'ici. Puis l'idée, c'était de partir un parc d'amusement nautique au Lac-Saint-Jean. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est parti ce printemps? Un parc d'amusement nautique au Lac-Saint-Jean. Donc, on s'entend que pour partir ça, tu ne décides pas ça dans un mois puis tu le fais. C'est souvent, ça peut prendre quelques années, des fois une année, de même plusieurs, avant d'arriver à terme. Donc, c'est vraiment des fois, tu vois, quand les idées sont bonnes, ben, on n'est souvent pas les seuls à les avoir. Écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour ta participation. On commence déjà, écoute, on 10e épisode cette semaine, donc il nous en reste quelques-unes, donc on va avoir assurément l'occasion de se reparler d'ici la fin de la saison 3. Sûrement, puis je vous prépare une belle intervention avec un invité dans les prochaines semaines. Oui, parce que les invités, là, ça a bien fonctionné la dernière fois. Jessica a fait un très bon travail, puis elle était très pertinente. Ça devrait être intéressant. C'est bon, je te remercie, Marc. Bye-bye. Bye. Alors, pour compléter ce 10e épisode, je ne pourrais passer sous silence la fameuse journée du 11 novembre, qui est appelée souvent la journée du souvenir, dans laquelle, partout à travers le pays, on prend le temps de souligner, je dirais, le sacrifice et le coup de main de nos vétérans, donc nos militaires qui ont été au front, qui ont fait un sacrifice de leur famille, de leur vie, de leurs conditions générales, même des fois physiques, parce qu'ils reviennent du combat des fois avec des traumatismes, qui reviennent même des fois blessés. Il y en a même qui perdent la vie. Donc, à ma façon, je voudrais qu'on prenne le temps de penser à eux aujourd'hui, en fait, en cette journée du 11 novembre. Donc, c'est la journée dans laquelle je publie l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour votre sacrifice. Merci pour ce que vous avez fait. J'ai des amis que je connais qui sont militaires. J'ai mon beau-frère qui est militaire et je vois l'impact de leur travail dans nos vies. Et si on a notre liberté d'aujourd'hui et si on a les droits qu'on a, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Alors, merci. Ça fait maintenant 100 ans. Donc, ça a commencé en 1921, cette journée commémorative, en quelque sorte, de ce sacrifice. Et je pense qu'au Québec, on doit davantage valoriser cette journée-là. Parce que oui, on peut être fier du Québec, oui, on peut être fier de nos valeurs, d'être québécois, d'être qui on est. Mais rappelons-nous qu'il y a eu des Canadiens, il y a eu des Québécois qui sont partis au front et qui relèvent du gouvernement fédéral. Et je pense que c'est important aussi d'être fier de faire partie de ce grand pays qui souvent maintenant part au front comme alliés et souvent sont combinés avec d'autres forces militaires. Et ce travail-là, ben, malheureusement, des fois, on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça mérite d'être reconnu. Alors, à nos militaires, à nos anciens combattants, merci et portez le coquelicot de façon très fière en cette journée. Alors, sur ces bons mots et sur cet épisode extraordinaire, merci à Marc. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!